Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Et bonjour à vous, Monsieur Cassaraté. Je suis Emmanuel Altit, l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Je vais vous poser des questions. Et, compte tenu du fait que vous nous avez déjà dit beaucoup, je serai reconnaissant d'y répondre de manière précise et concise. D'accord? Alors on y va. Vous nous avez dit, à plusieurs reprises dans votre témoignage, que vous étiez en sous-effectif pendant toute la période. Vous vous souvenez? Affirmatif. Et à une question du procureur, relative aux effectifs totaux de la gendarmerie, vous avez mentionné le chiffre de 17 000 hommes. Vous vous souvenez aussi? Affirmatif. Alors, ma question, est-ce que ces 17 000 hommes étaient répartis sur tout le territoire qui était sous le contrôle du gouvernement? Affirmatif. Ma question suivante est de savoir si cet effectif était théorique. C'est-à-dire, quel était le chiffre ou le nombre d'hommes effectivement mobilisables. Je comprends qu'il y avait 17 000 hommes théoriquement dans la gendarmerie, mais combien sur ces 17 000 étaient mobilisables réellement à cette époque-là? Merci beaucoup. Les effectifs mobilisables sont ordonnés par l'état-major qui dit, gendarmerie, donnez tant, police, donnez tant. C'est cela. Et maintenant, nous n'arrivons jamais à atteindre les effectifs que l'état-major nous demande à déployer sur le terrain, sous le contrôle du CCI. D'accord. Si l'on considère, si l'on prend que l'état-major voulait mobiliser tous les hommes possiblement mobilisables à ce moment-là, combien cela aurait-il fait d'hommes sur les 17 000? Je ne saurais le dire avec exactitude, mais comme je l'ai dit, il fallait dégager des effectifs tant pour les forces armées qui étaient au sud, pareil pour nos frères d'armes qui étaient au nord. Donc c'est de commun accord que les deux parties, sous le contrôle du CCI, arrêtent les effectifs à mettre sur le terrain. D'accord. Alors je vais vous poser la question un peu différemment. On a un effectif global, vous avez dit 17 000, et d'ailleurs au cours des débats, je crois que vous avez dit aussi le chiffre de 15 000 a été abordé. Je me trompe? Non, ne vous trompez pas, sur le document, ce qui est apparu. D'accord. Alors, donc entre 15 000 et 17 000. Alors, posons la question comme ça. À une heure précise de la journée, disons au jour du second tour, pour se donner un repère temporel, mais pas ce jour-là en particulier, c'est juste pour savoir la période. À une heure précise de la journée, combien, sur tout le territoire sous le contrôle du gouvernement, combien de gendarmes étaient en service? Nous avons là deux situations. Il y a les effectifs demandés par l'état-major et puis il y a le travail normal des autres gendarmes qui sont sur le territoire national. Donc on ne prend pas tout le monde. Alors, C'était clair. oui, oui. Mais si vous permettez, je précise dans le sens que vous dites. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse ici, c'est tous les gendarmes, c'est-à-dire ceux qui sont mobilisés pour des questions, pour des missions particulières, et aussi tous les gendarmes en service à une heure précise de la journée sur tout le territoire. Brigade, état-major, ceux qui font des missions ponctuelles, tous ceux qui sont en service. Combien peut-on avoir à cette époque de gendarmes en service en même temps au maximum? Alors, pour être peut-être plus précis encore,
Je suppose qu'il faut soustraire tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne peuvent pas venir pour une certaine raison. Je suppose aussi qu'il y a un roulement, c'est-à-dire peut-être que c'est 3 fois 8 heures dans la journée, donc on a un tiers des... Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie de comprendre combien au maximum de gendarmes peuvent être en service à cette époque sur le territoire sous le contrôle gouvernemental. En fait, je n'ai pas donné un chiffre précis, Non. mais... oui. Une approximation nous suffit, c'est pour avoir une idée. Pratiquement les 2 tiers. Les 2 tiers sont en service dans les brigades, dans les escadrons, sur toute l'étendue de la zone du pays qui était sous le contrôle gouvernemental. Donc, disons plus ou moins 8000 hommes, ça vous semble à peu près correct? Oui, maître. D'accord. Oh. 2/3 of 17,000 is not 8,000, I would think. Le président, 2 tiers de 17 000, ça ne fait pas 8 000. C'est du calcul, mais je ne suis pas doué pour les mathématiques. Exact, Monsieur le Président, c'est l'erreur de calcul. 10, 11. À peu près 10 000 hommes. Le président, 11 000. Absolument. Monsieur le témoin, pour les besoins d'enregistrement, est-ce que vous pouvez confirmer que le chiffre est plutôt de l'ordre de 10 000 hommes? Affirmatif. Merci. Alors, ces 10 000 hommes sont censés s'occuper d'une population de combien d'habitants? On parle du territoire sous contrôle gouvernemental, dans son ensemble. Question difficile, mais la Côte d'Ivoire fait environ 20 millions, 22 millions d'habitants. Les 2 tiers du pays étant occupés, le tiers restant, on peut donc faire des mathématiques, je ne suis pas non plus mathématicien, mais je pense que sur le tiers restant, on peut diviser les 20 millions par 3 et puis trouver à quoi peut correspondre le tiers. Encore que le tiers du pays est plus peuplé que le nord. C'est la zone économique. Et c'est bien pourquoi je vous pose la question, parce que même si nous ne sommes pas, et vous et moi, des mathématiciens de haut niveau, il y avait quand même beaucoup plus d'habitants au sud qu'au nord. Est-ce que c'est vrai? Je dois peut-être corriger ce que j'ai dit. Il y a plus une forte densité des populations au sud qu'au nord. Alors si on prend une approximation vraiment très inexacte, si je puis dire, ces 10 000 gendarmes dont on parle, ils doivent s'occuper de combien de millions de personnes? À peu près. Disons 10, 12, 15 millions. D'accord. Alors, par rapport aux normes internationales, est-ce que cela fait un très faible ratio? Affirmatif, un très faible ratio. Alors maintenant, si l'on prend la ville d'Abidjan elle-même et que l'on procède au même calcul que celui que l'on vient d'effectuer, c'est-à-dire on passe des effectifs théoriques aux effectifs réels, puis des effectifs réels aux hommes réellement en service, et réellement en service à une heure précise de la journée, c'est-à-dire déduction faite de ceux qui se reposent, de ceux qui ne sont pas dans le roulement. Combien a-t-on de gendarmes en service au même moment, à Abidjan même, à peu près, à l'époque? Pour être beaucoup plus proche de la réalité, il faut donc que je vous dise qu'à Abidjan, nous avons 5 escadrons. Sur la moyenne de 100 par escadron, ça fait déjà 500 personnes. Nous avions à peu près 5 ou 6 brigades. Une brigade à Bobo, Treichville, Yopougon,
commencé par courir pour Boué. Un effectif moyen de 20 à 50 gendarmes, si on multiplie, voilà à peu près le chiffre qu'on peut avoir. Le reste, c'est des administratifs. Alors, d'accord. Une question. Sur les 20 ou 50 gendarmes de la brigade, d'une brigade dont vous parlez, c'est ça, hein, vous avez dit 20 ou 50 gendarmes? Affirmatif. D'accord. Combien sont en service en même temps? J'imagine que s'il y a 40 gendarmes dans la brigade, il y en a qui se reposent, il y en a qui font... Bon, combien il y en a en même à peu près? C'est quoi, 2 tiers aussi? Un tiers? À la moitié? 2 tiers. 2 tiers. D'accord. Alors, euh, si je comprends bien, et si je fais un rapide calcul, mais je peux naturellement me tromper, d'après ce que vous venez de nous dire, il y avait à peu près, quoi, 700, 800 gendarmes effectifs théoriques à Abidjan, pas plus, à l'époque? Affirmatif. Et pour vous répondre, dans l'armée, on fait toujours effectif théorique. Et comme vous l'avez si bien dit, effectif réalisé. En extrayant les malades, les gens qui sont en congé, les gens qui sont dans d'autres missions. D'accord. Donc si sur ce chiffre-là, on a dit, je crois, à l'instant, vous permettez que je vérifie, ce n'est pas encore marqué, mais je crois qu'on a dit 700, 800, c'est ça? C'est cela. D'accord. Sur les 700, 800, combien, au début de la crise, on parle du début de la crise pour que les choses soient claires, combien au début de la crise pouvaient être en service effectif au même moment, toujours les 2 tiers, si on reprend la même démarche? Oui, affirmatif. Quand il y a crise, on ordonne à tous nos éléments de rejoindre les unités et que ceux qui sont en permission rentrent en caserne. Ça, je comprends bien. Mais ma question, ça c'est bien noté, hein. Mais ma question, c'est, encore une fois, tout le monde ne peut pas être en service en même temps, puisqu'il y en a il y a un roulement. Effectif. D'accord. Donc, 2 tiers de 700, 800. C'est ça? Affirmatif, maître. Alors, je vais faire un rapide calcul sous le contrôle du président. 2 tiers de 800, ça nous fait combien? Est-ce que c'est juste de dire que les effectifs réels étaient entre 500 et 600 personnes? On peut le dire. D'accord. Très bien. Alors, ces 500-600 personnes devaient s'occuper de combien d'habitants à Abidjan? À peu près, naturellement, à peu près. Abidjan fait environ 2 millions d'habitants. Mhm. Et la sécurité publique dépend et de la police, principalement, et secondairement de la gendarmerie. Parce que la ville appartient à la police. D'accord. Même question que tout à l'heure. Le ratio gendarme-habitant était-il particulièrement faible comparé aux normes internationales? Affirmatif, très faible. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que vous étiez en sous-effectif que vous nous expliquiez que police et gendarmes et gendarmerie collaboraient le plus possible pour faire face aux besoins? Affirmatif. D'accord. Vous êtes devenu commandant supérieur de la gendarmerie en 2005, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que les effectifs de la gendarmerie sont restés les mêmes entre 2005 et le début de la crise en 2010? Pratiquement, c'est les mêmes effectifs, puisque nous faisions des recrutements annuels. D'accord. D'accord. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais pour que les choses soient claires, est-ce que vous pouvez nous rappeler plus ou moins, naturellement, je me doute que vous n'avez plus les chiffres précis en tête, les effectifs de chacune des légions, si on prend un repère temporel, au jour du second tour, mais ce n'est pas pour ce jour-là, c'est ça, disons au début de la crise, si vous préférez. Les légions n'ont pas les mêmes effectifs.
Les légions d'Abidjan sont plus étoffées en effectif. Mhm. Les légions de l'intérieur le sont moins. D'accord. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas de véhicule pour accomplir vos missions. Vous vous souvenez de ça? Affirmatif. Est-ce que vous savez, même de manière approximative, quel était le nombre de véhicules à la disposition de la gendarmerie d'Abidjan au jour du second tour des élections présidentielles? Au niveau des brigades, il y en a 5 ou 6 ou 8. On peut compter un véhicule par brigade. Au niveau des escadrons, 2 ou 3 véhicules au maximum. Alors on va faire, si vous permettez, un calcul. Ça fait combien en tout, à peu près? Avec votre permission, donc je reprends. Nous avons une brigade à Nyama qui a un véhicule. La brigade à Bobo a un véhicule. La brigade routière d'Agba a un véhicule. La brigade de Trècheville a un véhicule. La brigade de Port-Bouy a un véhicule. La brigade de Koumassi a un véhicule. Ça fait en gros 6 véhicules. Les escadrons. L'escadron d'Aboboga avait un véhicule. Celui de Yopougon, un véhicule. L'escadron d'Agba avait un véhicule. Koumassi, je crois, 2 véhicules. Ça fait en gros 6-7 véhicules. D'accord, alors sauf erreur. Sauf erreur, et toujours sous le contrôle du président, ça nous fait 14 véhicules, n'est-ce pas? Affirmatif. D'accord. Alors, ces véhicules dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des voitures normales? Est-ce que ce sont des pick-up? Est-ce que ce sont des camions? Ou est-ce que ce sont des véhicules blindés? Nous avions donc en gros 3 types de véhicules. Excusez-moi, pour être Je vous en précis, hein, ma question porte sur les 14 véhicules dont vous venez de parler. On verra après s'il y a d'autres véhicules. Ok, d'accord. C'est des véhicules normaux. On appelle ça Vélera, les véhicules de transport de troupes et des bâchers ou pick-up. Donc pour être clair, vous parlez ici, les 14 véhicules sont des pick-up, c'est ça? Non, il y a des véhicules de transport de troupes, une cabine et l'arrière, et des bâchers, une cabine et derrière couvert avec une bâche. Can you please? Le président, ralentissez s'il vous plaît. Merci, merci. Les interprètes ont de la difficulté à vous suivre. D'accord. Donc ça, c'était tous les véhicules de la gendarmerie à Abidjan, disons, de la gendarmerie à Abidjan, à l'exception des véhicules blindés. Est-ce que c'est ça? Je pourrais ajouter, il faut y extraire les véhicules du commandement, ceux qui font au bureau. Ils ont les véhicules pour aller au travail. Mais ce n'est pas des véhicules affectés aux opérations sur le terrain de sécurisation. D'accord. Et sur ces 14 véhicules, est-ce que ces 14 véhicules étaient tous en état de fonctionnement? Négatif. À Agba, on appelait ça le cimetière des véhicules, parce que tout était en panne pratiquement. Donc il y en avait combien sur les 14 qui fonctionnaient à peu près normalement? Disons la moitié, 7 ou 8. D'accord. À ces véhicules, disons, normaux, il faut, je suppose, ajouter les véhicules blindés à la disposition de la gendarmerie. Est-ce que c'est ça? Affirmatif. Alors, ces véhicules blindés, combien étaient en état de fonctionnement au début de la crise à Abidjan? À peu près, si vous vous souvenez. Je crois que pas plus de 4. D'accord. À un moment,
dans votre témoignage, vous avez parlé, en répondant à une question du représentant de l'accusation, de véhicules bâchés, que vous avez d'ailleurs précisé être des pick-up, qui, vous avez parlé de 7 véhicules qui vous auraient été offerts, ou qui auraient été offerts par à la gendarmerie. Et là, je vous pose la question parce que je n'ai pas tout à fait compris ce que vous disiez. Par des, si j'ai compris par des conseils régionaux. Affirmatif. Alors, première question. Par quels conseils régionaux? Nous avons reçu un véhicule du conseil régional d'Aboisseau, au sud-est d'Abidjan. Et ça fait l'objet de cérémonies d'attribution en présence du préfet, sous-préfet, des juges. D'accord. Donc, si je comprends ce que vous me dites maintenant, vous avez reçu un véhicule sur les 7 ou vous avez reçu 7 véhicules? Non, ça, nous parlons des véhicules d'Abidjan, mais à l'intérieur, les conseils régionaux, les mairies et autres participent à l'effort de sécurisation. Et quand ils peuvent, ils donnent un véhicule à une brigade ou à un commissariat de police. Même maintenant, il le faut. D'accord, donc tout est clair. Donc, la gendarmerie à Abidjan a reçu un véhicule sur les 7 dont vous parliez, c'est ça? Non, c'est à Boisseau. Le conseil d'Aboisseau a donné un véhicule à la brigade de gendarmerie d'Aboisseau. Les autres véhicules sont des acquisitions de l'État qui a offert à la gendarmerie. D'accord. Donc, la gendarmerie d'Abidjan a-t-elle reçu un ou plusieurs de ces véhicules, de ces 7 véhicules, à un quelconque moment? D'Abidjan, hein? Non, ce sont des dotations normales qui ont été données à la gendarmerie, avant et pendant. D'accord. D'accord. Donc, pour bien comprendre, puisqu'il s'agit d'une dotation normale, ces véhicules dont vous parliez, les 7 véhicules, se sont inscrits dans le parc normal de la gendarmerie, et peut-être un ou deux de ces véhicules a-t-il été compté parmi les 14 véhicules d'Abidjan? Est-ce que c'est ça? C'est exact. Et vous pouvez nous confirmer qu'il s'agissait de pick-up? Une partie des pick-up, il y a une partie qui sont des véhicules de transport de troupes. Alors on appelle ça des VTT, véhicules de transport de troupes. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez, et on parle du début de la crise, des problèmes de carburant? Vous, à la gendarmerie, est-ce que vous disposiez de tout le carburant dont vous aviez besoin? Non. Avant et pendant, on n'a jamais eu le carburant dont on a besoin pour faire nos services. Quand vous dites avant et pendant, vous voulez dire avant et pendant la crise? Moi, je veux dire de tout le temps. On a eu toujours des problèmes de carburant pour faire nos services. Est-ce que ça vous empêchait d'effectuer vos missions? Ça ne nous empêchait pas, mais ça demandait beaucoup d'efforts aux gendarmes de Côte d'Ivoire, qui étaient obligés eux-mêmes d'acheter du carburant, d'acheter des motocyclettes avec lesquelles ils allaient effectuer des services de l'État de Côte d'Ivoire. Et pour qu'on comprenne bien, ce que vous nous dites, c'est que ça était de tout temps, ça, pas seulement pendant la crise. Exactement, de tout temps. À leur âge, ça peut se vérifier. Ils sont sur le terrain, quelquefois sur des mobylettes qui sont eux-mêmes achetées. Quand vous dites leur H, c'est-à-dire, vous voulez dire aujourd'hui même, ça se vérifie aussi, c'est ça? Affirmatif.
D'accord. Alors, vous nous avez dit aussi qu'en matière d'armement, vous étiez sous-équipé. Vous vous souvenez? Oui, Alors, première question. Est-ce que ça veut dire que les gendarmes ne disposaient pas chacun d'un pistolet? négatif, jamais. Votre réponse, c'est qu'ils ne disposaient pas de pistolet, c'est ça? Il y avait quelques armes, des pistolets MAP 15. Il y en avait peut-être 2 ou 3 par brigade, pour 20 à 25 ou 50 personnes. D'accord, c'est très clair. Donc, 2 pistolets pour une brigade entière qui fait entre 25 et 50 personnes. C'est ce que vous nous dites, hein? Affirmatif. D'accord. Et pour ces 2 pistolets, il y avait des munitions? Oui, il y avait des munitions. D'accord. Est-ce que les brigades ou d'autres unités de gendarmerie disposaient de Kalachnikov, par exemple, ou d'armes un peu plus lourdes que des simples pistolets? Les escadrons de gendarmerie avaient des calaches, mais toujours en nombre insuffisant. Par exemple, donnez-nous un exemple. Tel escadron avait à peu près combien de Kalachnikov? Je n'ai pas l'état du matériel sous les yeux. On peut compter 10, 15 par escadron. Au 100 à un peu plus de personnes. D'accord. Donc, les unités d'intervention, ce que vous nous dites, hein, j'essaie de bien comprendre. Les unités d'intervention, elles, contrairement aux brigades, disposaient de Kalachnikov, mais très peu, puisque vous nous dites, vous avez dit combien? 15, je crois? 10, 15. 10, Tout 15. aux réserves, 10, 15, puisque je ne comptais pas au quotidien. D'accord, 10, 15, bien sûr. 10, 15 pour un escadron entier qui a fait à peu près entre 100 et 150 personnes, c'est ça? Affirmatif. Il y avait des munitions pour ces Kalachnikov? Affirmatif, il y avait des munitions. Please pause. Don't forget. Le président, n'oubliez pas de ménager une pause. Je m'adresse à vous également, monsieur le témoin. Marquez une pause avant de répondre à la question du Conseil de défense. Merci. Alors, vous nous avez dit, et je vais vous citer, depuis 2002, nos casernes ont été attaquées par la rébellion et les armes et les véhicules ont été emportés. Vous vous souvenez? Affirmatif. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Je m'excuse d'interrompre mon confrère. Pouvons-nous avoir la référence? Oui, je vous en prie. Peut-être qu'on peut en faire partie de la pratique pour qu'on ne se lève pas à chaque fois, juste avoir la référence de la citation. Merci. On peut naturellement, je vous la donne avec grand plaisir. Maybe Le président, peut-être devrais-je répéter ce que j'ai déjà dit. Vous n'êtes pas censé poser de questions si le témoin confirme ce qu'il a déjà tenu comme propos. S'il a déjà dit quelque chose, il va le confirmer. Sinon, posez la question, ne lui demandez pas est-ce que vous confirmez ce que vous avez déjà dit hier. Vous l'avez fait à 3-4 reprises déjà. Je vous remercie. Vous avez raison, mais là, vous voyez, ma question était, en fait, pouvez-vous nous donner un exemple? Si je ne dis pas de quoi il s'agit, il est difficile de lui demander un exemple sans qu'il sache à quoi je fais référence. Vous voyez le problème?
No, but before asking him the example, Le président, oui, mais avant de lui demander de donner un exemple, vous lui avez demandé est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous avez déjà dit. Après quoi, vous avez dit donnez-moi un exemple. Au lieu tout simplement de lui dire vous avez dit ceci, pouvez-vous nous donner un exemple sans lui demander s'il confirme ses propos. C'est ce que je veux dire. Voilà. Instruction. Et pour ce qui concerne la demande, c'est page 71 des transcrits français, ligne 5-6, page 71 des transcrits du 10 mars 2017, ligne 5 à 6. Et je vais répéter ce que vous avez dit, mais je ne vais pas vous demander de confirmer. Alors, vous avez dit, depuis 2002, nos casernes ont été attaquées par la rébellion et les armes et les véhicules ont été emportés. Fin de citation. J'attends un peu, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'attends les traducteurs. Alors, pouvez-vous, donc c'était très clair ce que vous disiez, mais pouvez-vous nous donner des exemples de casernes attaquées depuis 2002 par la rébellion, notamment, et en particulier de casernes d'où armes et véhicules auraient été emportés? Toutes les unités de gendarmerie situées dans la zone nord du pays, qui était la porte d'entrée de la rébellion, toutes ces unités-là ont été attaquées et les casernes ont été détruites. Le matériel de communication et les armes ont été emportés. Mais je n'étais pas encore commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Ce matériel de communication qui a été emporté par les rebelles, est-ce qu'il a été, à votre connaissance, utilisé par les rebelles ensuite? Non, je ne saurais le dire. D'accord. Et vous avez dit, à l'instant, le nord du pays était la porte d'entrée de la rébellion. D'où venaient ces rebelles? Cela a été dit clairement, ils venaient du Burkina Faso. Qui les commandait? Jusqu'aux accords, on n'avait pas le visage des gens qui commandaient la rébellion. Et après les accords? Après les accords, il y avait un secrétaire général qui était l'actuel président, M. Soro Guillaume, et un chef militaire qui s'appelle le général Bakayoko Soumaïla. Et donc, après les accords, on ne parlait plus de rébellion, on parlait de forces nouvelles qui avaient une branche politique et une branche militaire. D'accord. Est-ce que vous avez fait des demandes auprès de votre ministère pour obtenir des véhicules et des armes pendant toute cette période où vous étiez responsable de la gendarmerie nationale? Affirmatif, mais étant sous embargo, on n'a pas pu avoir d'armes. Au moment des élections présidentielles, la situation en matière d'équipement et d'armes était-elle meilleure que les années précédentes ou le sous-équipement que vous dénonciez à l'instant était-il le même? Ou peut-être pire d'ailleurs? Je dirais pire, puisqu'on n'a pas eu de nouveaux équipements. Alors, nous venons de parler des armes, d'accord? Je voudrais maintenant que nous parlions de matériel de maintien de l'ordre. Alors,
Vous nous avez dit avoir reçu du matériel de maintien de l'ordre, c'est-à-dire des boucliers et des bâtons de protection. C'était quand? Vous vous souvenez? C'est le ministère, je n'ai pas les dates, qui nous a fait fournir ce matériel de maintien de l'ordre, les boucliers et les bâtons. Alors, je vais vous montrer, si vous voulez bien, ou plutôt vous remontrer un document qui vous avait été montré une première fois par le représentant de l'accusation. Alors, le numéro est CIV OTP 0044 0101. Is it a public document? La greffière d'audience, est-ce qu'il s'agit d'un document public? Confidentiel, me dit-on. Vous le voyez? Oui. D'accord. Vous souvenez qu'il y a eu une discussion à propos de ce document avec le représentant de l'accusation, mais je ne veux pas revenir sur cette discussion. Ce que je voudrais savoir, pour qu'on comprenne, parce que nous ne sommes pas des spécialistes, c'est ce dont on parle ici. On parle de 3 caisses de grenades lacrymogènes irritantes. C'est quoi des grenades lacrymogènes irritantes? Le produit que ces grenades dégagent provoque des éternuements ou des irritations des yeux. D'accord. Ensuite, il est mentionné une caisse de grenades à fusil GM2L. Ces grenades à fusil, ce sont des grenades lacrymogènes? Exactement. Donc c'est un autre type de grenade lacrymogène, c'est ça? C'est cela. D'accord. Et ensuite, il est mentionné un tromblon. C'est quoi un tromblon? C'est un dispositif qu'on met sur le canon de l'arme pour y poser la grenade afin de la balancer sur les manifestants. Pour y poser la grenade lacrymogène. C'est cela. D'accord. Alors, concernant le matériel à la disposition des gendarmes, est-ce que chaque patrouille ou chaque groupe d'intervention disposait d'une radio? Oui, une radio, un poste portatif Motorola. Chaque patrouille avait une radio. Chaque patrouille, oui, avait une radio. D'accord. Est-ce que vous manquiez ou pas de moyens de communication radio à la gendarmerie? Affirmatif. Pouvez-vous nous expliquer? Puisque vous nous dites que chaque patrouille avait une radio, donc il semble qu'il y avait des moyens. Alors qu'est-ce qui manquait comme moyen radio? Enfin, quand j'ai dit patrouille, c'est 2 ou 3 gendarmes qui partent de la brigade ou de l'escadron
On leur donne le poste qui est disponible et ils vont en mission. Dès qu'ils reviennent, ils le remettent là où ils l'ont pris. C'est ce que je voulais dire par là. Alors, est-ce que vous me permettez de citer votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur en 2011? Alors, la référence 6 VOTP 0016 0204 page 0245. Et vous avez dit à la ligne 1492, lors de cet entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur. Je vous cite. Les équipements ont volé en éclats avec les différentes crises. Les radios ont été détruites. Ensuite, un petit moment incompréhensible concernant le matériel. On ne sait pas trop ce qui a été dit à ce moment-là. Puis, vous ajoutez, donc de la radio centrale on communique à la radio de la Légion, mais quand on ne peut plus, eh bien c'est les moyens du bord, on prend un petit mot, on met dans une enveloppe, on donne au chauffeur. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous vouliez dire ici et si ça correspond à ce que vous nous avez dit à l'instant du manque de moyens radio? Affirmatif. Comme la gendarmerie, les brigades sont éparpillées sur l'ensemble du territoire national, quand le chef de ces 3 ou 4 brigades d'une région veut communiquer avec ses hommes, et comme ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de station, on fait un papier, un message porté, qu'on met dans une enveloppe et qu'on remet à un chauffeur en disant, en arrivant à la brigade X, remettez cette enveloppe-là à la brigade. C'est ce que j'appelle les moyens de bord. D'accord. Est-ce qu'à votre connaissance, vos communications étaient écoutées par les services français? À l'époque, à la présidence, il y avait un service d'écoute français. Et ce service-là, tant que je n'ai les preuves, mais je suis sûr qu'ils écoutaient nos communications. Alors on va revenir un tout petit peu là-dessus. Donc vous parlez de la présidence de la République, c'est ça? Affirmatif. Et vous parlez du palais présidentiel. Oui, du palais présidentiel. Quand vous entrez au palais, vous avez une entrée pas derrière qui met par l'arrière du palais. Et juste à environ 100 mètres à votre droite, il y a ces bureaux-là tenus par les services français. Alors, ces membres des services français qui écoutaient les communications des autorités ivoiriennes, ils étaient là depuis quand? Depuis quand existait ce bureau dont vous parlez à la présidence, si vous le savez? Je suis arrivé à la présidence en 2000, mais je suis sûr qu'il y a longtemps qu'ils y étaient. Et on avait un Français qui s'appelle M. Kousker, qui gère les communications. Je crois qu'il y est encore. D'accord. Est-ce que je comprends bien ce que vous nous dites? Et est-ce que vous nous dites que ce service d'écoute,
ce service de surveillance, ce service français de surveillance des autorités ivoiriennes, et en particulier de la présidence, qui était aussi un service d'écoute, est resté en place, a continué ses opérations pendant toute la durée de la présidence du président Gbagbo? Oui. Ce service a existé et je crois qu'il existe encore. Je crois. Donc, monsieur, ce que vous dites à cette chambre-là, pour qu'on comprenne bien, parce que nous, on a besoin de comprendre pour savoir ce qui s'est passé, c'est que, à votre connaissance, il y a toujours eu un service d'écoute français dans les locaux même de la présidence de la République ivoirienne, c'est ça? Affirmatif, c'est un bureau qui est localisé. S'il n'est pas parti, on peut vérifier qu'il est encore là. Parce qu'une fois, avec le ministre cadet de la Défense, nous avons rendu visite physiquement à ce service-là. Voilà. Je ne sais pas qui ils écoutent, mais c'était évident que c'est un service d'écoute. D'accord. Est-ce que vous savez si ceux qui écoutent font partie de ce qu'on appelle l'intelligence ou les services secrets français? Je ne saurais le dire, sinon j'aurais menti. Mais je sais qu'ils existent. D'accord. Est-ce que les communications de la gendarmerie, pendant toute cette période, c'est-à-dire avant même la crise, mais aussi naturellement pendant la crise, étaient écoutées ou pouvaient être écoutées par les forces rebelles? Je pense que oui. Et comme je l'ai dit, après les accords de Marcoussis et autres, on les appelait forces nouvelles. Le vocal rebelle avait disparu de notre vocabulaire. Vous préférez que je les appelle forces nouvelles? C'est à vous de choisir le terme qui vous convient le mieux. D'accord. Vous nous avez dit être devenu gendarme en 1977. Combien de présidents de la République avez-vous connu ou aurez-vous connu? J'ai connu tous les présidents. Le président Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, le Gérard Gueye, le président Gbagbo et le président Alassane. Est-il juste de dire que vous avez poursuivi une carrière brillante sous chacun de ces présidents? Le président Gbagbo m'a fait l'honneur en me révélant au plan intérieur, en me nommant. Goes without saying, I would say. Le président, cela va de soi. C'est à de soi qu'il a fait une carrière brillante sous chacun de ses présidents. C'est ça que vous voulez dire, Monsieur le Président? I would say if he reached Le président, je dis, s'il a atteint ce niveau-là, on peut le dire. Monsieur MacDonald, c'est un avis, Monsieur le Président, et c'est également quelque chose qui n'a pas de valeur. Est-ce que votre appartenance ethnique a joué un rôle dans vos nominations successives, monsieur? Avec votre permission, avec la permission de monsieur, avec votre permission et avec l'accord de monsieur le Président, notre presse locale fait souvent des commentaires désobligeants. Si je n'ai pas fini ma pensée, demain dans les journaux, on va dire autre chose. C'est pour cela, je voudrais, si vous permettez rapidement, dire que j'ai fait une bonne carrière. Le président Gbagbo m'a nommé commandant de la gendarmerie et aujourd'hui le président Alassane m'a nommé ambassadeur. Si je ne l'ai pas dit comme ça, on va lire autre chose dans nos journaux. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il faut que vous fassiez just
Le président. Mais ce procès n'est pas à l'intention des médias. Je souhaite le faire remarquer. Le procès est là parce que c'est un procès, mais il n'est pas là pour les médias. Est-ce que vous voulez dire par là, monsieur, que vous devez être prudent pour votre propre sauvegarde? Your Honors, Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs les juges, pouvons-nous passer au huis clos partiel si nous allons explorer ce sujet et sans question directive, Monsieur le Président? La question est valable. Le témoin vient de dire quelque chose de très important que le collège devra prendre en compte lors de l'évaluation de sa crédibilité. Mais si nous allons continuer sur cette voie-là, qui concerne sa sécurité, si nous allons poser des questions de cet ordre-là, je considère qu'il vaudrait mieux que ça soit à huis clos partiel. Alors, si je comprends bien, il n'y a pas d'objection, il y a une remarque, c'est bien ça? huis clos. Que ce soit clair, parce que parfois on est un peu... Alors, donc pas d'objection, mais une remarque. Cette question a été posée tout à fait de manière claire, simple. Le témoin y a répondu de la manière qu'il entendait, de la manière qui lui a semblé devoir être faite. Et je passe, Monsieur le Président, à autre chose, à quelque chose qui ne... Oui. Le Président, je vous prie de m'excuser, Monsieur le témoin. Éprouvez-vous quelque crainte que ce soit? Crainte. So, Je répète, vous êtes ici, vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. Il n'y a aucune intervention de l'extérieur. Vous ne vous exprimez pas à l'intention du monde extérieur, mais bien pour cette cour. Maître Altit. Nous allons quitter ce terrain, donc je ne pense pas que le private session soit absolument nécessaire. Mais si le représentant d'accusation considère à un moment ou à un autre que ce puisse être utile, qu'il se lève, et évidemment je ne m'y opposerai pas, car il s'agit du bien-être du témoin et c'est notre priorité. Alors, monsieur, je vous posais tout à l'heure la question et je crois que vous n'y avez pas répondu. Est-ce que votre appartenance ethnique a joué un rôle dans vos nominations successives? Non. Bon. D'accord. can I ask? Le Président, je voudrais vous demander quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur le témoin? Votre appartenance ethnique, quelle est-elle? D'origine Krou, K-R-O-U, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. OK, thank you. Le Président, très bien, je vous remercie. Maître Altit. Alors, monsieur, vous nous avez donné les noms au cours de votre témoignage d'un certain nombre de gendarmes, officiers parfois généraux, officiers supérieurs et parfois officiers subalternes. Je vais vous donner ces noms et je vais vous poser des questions simples, la fonction de la personne et son origine ethnique. Il est possible, et je m'adresse là à mes confrères de l'accusation, que j'en oublie. Alors, on peut, si ça peut vous rendre la tâche plus facile, vous donner le tableau de tout ce qu'on va dire, de tous les noms
qu'on a extraits. Et comme ça, si jamais vous pensez à d'autres noms, vous nous direz et le tableau sera exhaustif. Vous aussi, monsieur le témoin, je vais vous mentionner un certain nombre de personnes, mais si vous vous dites, mais il n'a pas parlé de telle personne qui a eu un rôle important, vous nous dites. Vous nous dites. D'accord? Oui. Bon, alors on commence. Vous nous avez parlé du général de brigade Raphaël Afro-Yao. Oui. Ses fonctions à l'époque, vous nous l'avez dit, il était votre adjoint. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la retraite. Et son ethnie? Il est Agni, à l'est de la Côte d'Ivoire. Je suis du sud-ouest. D'accord. Ensuite, le colonel Adou Donga. Quelle était sa fonction? Il était mon chef de cabinet. Et il est Atié, A-T-T-I-E, du sud de la Côte d'Ivoire, d'Azopé, plus précisément. D'accord. Toujours en fonction? Oui. Il fait quoi? Il est, à ma connaissance, à l'inspection générale de la gendarmerie. Bonga Denis. Le nom ne me dit pas grand-chose. D'accord. Le capitaine Anoma. Oui, il est baoulé. Il faisait quoi pendant la crise? Anoma était à l'escadron blindé. Il y a beaucoup d'Anoma, je ne sais pas si je parle du même, mais celui que je crois, dans le monde, le nom me souvient, me revient, il était à l'escadron. Alors, est-ce qu'il n'y en avait pas un autre qui aurait été adjoint du chef de cabinet? Je ne me rappelle pas, mais il y avait beaucoup d'Anoma. D'accord. Le capitaine Kra. Le capitaine Kra est baoulé. Il servait aussi à l'escadron. Il est en activité? Affirmatif. Et le capitaine... Je m'excuse d'interrompre mon confrère, mais la dernière réponse ne spécifie pas l'escadron. Le témoin, est-ce qu'on peut juste clarifier pour les feuilles? Oui, mais naturellement, plus on a de détails, d'informations, mieux nous nous portons tous. Est-ce que, monsieur, vous pouvez nous donner l'escadron dont il s'agit, ou s'agissait, puisque vous venez de dire qu'il était à l'escadron, de quel escadron s'agissait-il? Kra et Anoma, dont je me souviens, étaient au groupe d'escadrons blindés de la gendarmerie nationale. D'accord. Anoma, il est toujours en activité? Oui, mais je ne sais plus où il est. D'accord. Le colonel-major Gnaoulé. Nyaolé Beuglé. Oui, il est encore en activité. Il est aujourd'hui général de brigade. Il faisait quoi à l'époque? C'était de mon temps le commandant du GDR. Et son origine ethnique? Il est Bété de Soubré. Bété de Soubré. Le colonel Célie Bolou.
il est retraité, mais il a été successivement commandant de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Ensuite, il a servi à Korogo. Enfin, il a servi au ministère de la Défense. Et je n'ai plus suivi sa carrière. Son origine ethnique? Il est BT de Daloa. D'accord. Le colonel-major... le colonel Seliboulou, vous me pardonnez, hein, mais je ne me souviens pas ce que vous avez dit, il est toujours en activité? Non, il est retraité. D'accord. Le colonel-major Aboya Kwame Grégoire. Il est baoulé. Il est aujourd'hui retraité. Le colonel Niaouré Begré. C'est de lui que j'ai parlé. Je dis, il est encore en activité. Il est général de brigade, mais il était commandant du GDR, groupe de documentation et de recherche. D'accord. Le colonel Kwame Boussin. Kwame Boussin, il est à la retraite. Il s'occupait des transmissions de la gendarmerie. Ensuite, il était au ministère. Il est à Caen, dans la région des Baoulés. D'accord. Akandri. Akandri servait à l'état-major de la Légion mobile. Il est encore en activité et il est aujourd'hui attaché de défense en Afrique du Sud. Origine? Baoulé. Le capitaine Hugues Anselme Anouma. Il doit être Atié. En activité? Oui. Le commandant Boli. Le commandant Boli était commandant du premier escadron de gendarmerie ici à Agban. Il doit être encore en activité, mais je ne suis plus depuis 5 ans leur carrière. Donc je dis ce dont je me souviens. Naturellement. Et son origine? Boli, je ne me rappelle pas, mais c'est un nom qui, ou il est Bété, ou il est Dida. C'est deux peuples voisins. D'accord. Le capitaine Auguste Kra Kouakou. Il y a tellement de noms communs chez nos frères Akan que je ne sais plus très bien ce qu'il est devenu et ce qu'il est et ce qu'il était. Si je vous dis qu'il était l'escadron 2-1 de Yupougon. Oui, je le confirme, je suis d'accord avec vous. Le capitaine Obenyere Ouattara. Obenyere Ouattara, il est encore en activité. Il est de Katiula, donc du nord de la Côte d'Ivoire. Il a été commandant escadron à Bobo. Saint-Dioula. C'est un Tagbanan.
Tagwana. C'est un groupe Sénoufo, c'est le grand groupe Sénoufo. Mais à Katula, on les appelle les Tagwana ou Tagbana. Le commandant Twali William. C'est un militaire. Ce n'est pas un gendarme. Mais je le connais. Il est de Daloa. C'est un Gnabois. Gnaboua. Et son père était colonel. D'accord. Le capitaine Lobognon. Lobognon fut mon aide de camp. Et après, il a été affecté. Je l'ai fait affecter à l'escadron de Koumassi. Aujourd'hui, il est à l'inspection de la gendarmerie. Il est BT2 Daloa. Le colonel Vako Bamba. Vako Bamba est de Touba. C'est un Djoula, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais il a fini sa carrière comme général de brigade et commandant supérieur en second. Le colonel, le lieutenant-colonel Gouanou. Gouanou, le colonel Gouanou, c'est un militaire, mais il est de l'ouest dans les Yakuba. Le colonel Djama. Le colonel Diamant, paix à son âme, il fait partie de ceux qui ont été tués à Boaké. Il n'est plus de ce monde. Tué à Boaké en quelle année? Je n'ai pas la date, mais ce sont les 60 à 100 des gendarmes qui ont été pris à la Légion et qui ont été conduits au 3e bataillon où ils ont trouvé la mort. Si je vous dis en 2002, ça vous rappelle quelque chose? Je ne peux pas en douter. C'est que vous avez la date précise. Lui et les autres gendarmes ont été tués par qui? Ils ont été conduits colon par un au 3e bataillon de Boaké. Et là, ils ont été abattus. Ils ont été pris avec leurs enfants. Les enfants qui avaient plus de 15 ans. J'ai eu à gérer pendant tout mon commandement les veuves et les orphelins de ces enfants, de ces gendarmes qui ont trouvé la mort à Boaké. Le dossier est pendant devant le tribunal militaire. Donc je ne peux pas en dire plus. Les enfants dont vous parlez, ils ont été tués aussi? Quelques-uns, mais d'autres ont été relâchés. Tous n'ont pas été tués, y compris des gendarmes. D'autres ont été relâchés. Tués par qui? Par ceux qui les ont pris et qui les ont emmenés à Boaké, et là, au 3e bataillon. Ce sont les informations que nous avons obtenues. Je pense que l'ORUSI a un dossier complet sur ces dossiers-là. Mais comme il est pendant devant les tribunaux, permettez que je n'en dise pas plus. D'accord. Je vais vous poser la question autrement. Ceux qui les ont tués, ceux qui ont tué les gendarmes, ils étaient commandés par qui? Ils étaient commandés par les chefs militaires qui étaient avec eux à Boaké. Mais je ne vais pas vous dire que c'est tel chef qui a fait ça. D'accord. Chef militaire rebelle,
Donc, est-ce que c'est ça que vous nous dites? Comme je vous l'ai dit, à partir des accords, on parlait de forces nouvelles, mais on pouvait les appeler comme vous voulez. Mais à l'époque, là, oui, on les appelait rebelles. D'accord. Monsieur le Président, il est 11 heures, un peu plus même. Peut-être est-ce le bon moment de suspendre? Yes, I was just wait. Le juge président, j'attendais simplement que vous ayez terminé de poser des questions sur la liste de noms. Est-ce que vous avez terminé, oui? Est-ce qu'il vous reste beaucoup? Il reste une quinzaine, je pense. Too many. Le président, c'est trop long. Nous allons faire la pause maintenant. Nous allons revenir dans 30 minutes pour poursuivre l'interrogatoire de la défense de M. Gbagbo. L'audience est levée.